Salam alaikum Mazzoul Fillaoun, bonsoir. Plusieurs parmi eux, parmi ces putschistes qui ont plongé le pays dans l'enfer, il faut appeler les choses par leur nom, qui ont plongé le pays dans l'enfer pour la seule et unique raison qu'ils refusaient d'être chassés du pouvoir. Plusieurs parmi eux ont déjà quitté ce monde sans rendre compte de leurs crimes. Des hommages militaires leur ont été rendus et ils ont été inhumés en grande pompe. Sauf qu'à l'annonce de leur trépas, les Algériens ont presque exulté. Je suis désolé de le dire comme ça. Ils ne leur ont pas témoigné la moindre reconnaissance, loin s'en faut. Malgré leur retenue à l'endroit des morts, qui distingue leurs mœurs, les Algériens n'ont regretté leur mort que parce qu'ils ont tiré leur révérence sans rendre compte, sans être jugés. Sur les réseaux sociaux, les Algériens ont abondamment insulté leur mémoire, les chargeant de tous les crimes. Les autres, ceux qui sont encore parmi nous, ont fini par sombrer dans leur propre mystification au point où, en toute bonne conscience, en fin de compte, ils croient vraiment qu'ils n'ont agi que pour le bien de la République. Ils sont dans un tel autisme qu'ils ne parviennent même pas à admettre qu'il n'y a jamais eu de République en Algérie, autre que celle des copains et des coquins. Ils sont à côté de leur pompe, de leur propre vie, et n'en voient que ce qui convient à ce qui leur sert de cœur, si tant est qu'ils en aient un, qui ne soit pas qu'une pompe, ce qui serait un prodige en soi. Avec le temps et l'expérience du larron, ils sont devenus des forgerons de l'histoire. Ils la tordent au gré de leur ahurissant scénario. Et ils sont là, droits dans leurs rangers, oreilles bouchées, yeux bandés, conscience évacuée, à s'époumoner, à postillonner leurs annales fantaisistes, édulcorés au credo du nationalisme sur mesure, qui leur sert de passe-partout, pendant que leur turé-ferraire nous pousse la chansonnette patriotarde pour gogos attardés. Des plumes et des tribuns, mercenaires, voient de leurs maîtres, tout aussi autistes que ceux qu'ils servent, on l'entend sévi et ont abondamment servi en échange de miettes tombées de la table des maîtres. Ils étaient là, et certains parmi eux sont encore là, qui ont contribué à étouffer les cris des suppliciés, à glorifier les bouchers de masse, à tirer à boulet rouge sur quiconque osait dénoncer seulement l'horreur. Et ils avaient fini par croire qu'ils étaient des artistes dans leur genre, des foudres de guerre. Ils avaient oublié des pauvres, eux aussi, dans ce monde d'autistes qui n'étaient efficaces que parce qu'ils avaient le monopole de l'information, le monopole du patriotisme sur mesure, le monopole des valeurs dites démocratiques, le monopole de la vitrine, le monopole des discours qui leur étaient dictés. Peu cher. Aujourd'hui, beaucoup de sang a coulé sous les ponts. Des cœurs continuent de saigner à ce jour dans les familles des 20 000 disparus forcés. Mais quelque chose a profondément changé. Les Algériens disposent maintenant d'une zapette qui leur permet d'aller d'une chaîne à l'autre. Ils ne sont plus pris en otage. Ils chevauchent de petites souris en plastique qui leur permettent de visiter le monde entier, le monde de l'Internet, dont le général Nazar a dit, à très juste raison, de son point de vue, bien sûr, qu'Internet est ce lieu de rencontre des hyènes et des vautours. Et il poursuit, écoutez bien, je le cite, « Les aigles, ma foi, sont rares dans nos contrées par les temps qui courent. » Vous m'en direz tant, cher généralissime,
24 ans plus tard, après le coup d'État qui allait transformer l'Algérie en enfer, nous sommes toujours dans le déni. Les seuls qui continuent de s'exprimer le plus, même s'ils sont honnis, même s'ils sont unanimement vomis, sont ceux-là même qui étaient à la manœuvre macabre. Le régime a muté. Il a explosé en plusieurs clans. De junte mortelle, il s'est transformé en oligarchie mortifère. Le plus fort parmi ces clans, et qui jouit du soutien d'une puissance étrangère, menace de tout déballer, de faire la lumière sur la maison de l'ogre, Dar el-Ghul, non pas pour rendre justice aux victimes, bien sûr, mais pour neutraliser ses adversaires qui se trouvent être ces criminels contre l'humanité. Mais ces derniers gardent de l'initiative. Ils ne sont pas démunis. Eux disposent de dossiers d'un autre genre, celui du pillage des ressources, même si eux-mêmes n'en sont pas indemnes. Ils menacent, si on ne leur lâche pas la grappe, comme ils disent, de faire la lumière sur la grotte d'Ali Baba et des 40 000 voleurs. Et nous, dans tout ça, on est là, bouche ouverte, à attendre que les uns et les autres ouvrent la boîte de Pandore, qu'ils lâchent les fauves, qu'ils déchaînent les éléments. Et nous, on attend gentiment, comme des grands. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de l'instrumentalisation de la violence après le coup d'État, de son utilisation, de la création et de l'infiltration de groupes terroristes pour les utiliser contre les populations, contre les intellectuels. Nous allons parler aussi du rôle très trouble joué par une certaine presse, la presse des Mille Collines, qui a contribué à étouffer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la voix des suppliciés. Avec nous, et pour en parler, Nordin Ahmin, avocat et militant des droits de l'homme, Yahya Bonouar, journaliste, Badreddine Guerva, cadre du FIS. Et nous écouterons une courte interview que nous a donnée le journaliste français Jean-Baptiste Rivoire, que nous allons d'ailleurs écouter tout de suite. Bonjour Jean-Baptiste Rivoire, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous aviez toujours soutenu que le régime algérien avait instrumentalisé la violence, qu'il l'avait récupérée jusqu'à la contrôler, au point où l'on parlait désormais de terrorisme pédagogique. Expliquez-nous. Oui, alors effectivement, au moment du coup d'État de janvier 92, l'armée a donc interrompu le processus électoral où la population avait voté en majorité pour le Front islamique du salut. Et pour sanctionner un certain nombre d'Algériens, l'armée les a envoyés dans des camps de concentration au sud. Bien sûr, un certain nombre de membres du FIS, mais pas seulement, des gens aussi qui étaient soupçonnés sans forcément avoir des preuves. Et ça, c'est une première action importante qui a contribué à radicaliser tout un tas d'opposants, parce qu'après avoir passé plusieurs mois dans les camps du Sahara, ils étaient encore plus en colère contre le régime. Ensuite, dans un deuxième temps, le DRS, les services secrets algériens, ont infiltré un certain nombre de groupes armés d'opposition. Dans un premier temps, ça partait d'un bon sentiment. On les infiltrait pour les connaître et éventuellement les mettre hors d'état de nuire. Mais le problème, c'est qu'au fil du temps, on les a infiltrés et on les a en fait poussés à certaines actions violentes qui étaient de nature à les discréditer et à mettre du chaos en Algérie. Un exemple précis, fin 94 par exemple, le DRS collabore régulièrement avec un jeune islamiste radicalisé, Jamal Zitouni, qu'ils ont réussi à placer au sein du GIA, le groupe islamique armé, mais fin 94, ils parviennent à le hisser à la tête du GIA, c'est-à-dire qu'ils font un communiqué pour dire que Jamal Zitouni est maintenant le patron du GIA. Et en fait, donc, ils ont réussi à mettre à la tête de ce groupe armé un individu qu'ils contrôlent. Et à partir de là, de octobre 94 à juillet 96, ils ont utilisé ce terroriste pour terroriser la population algérienne, éliminer des vrais islamistes dans les maquis et prendre la France en otage. Puisque à plusieurs reprises dans cette période, Jamal Zitouni a revendiqué des attentats majeurs contre la France. Détournement d'un Airbus d'Air France à Alger en 94, attentat à Paris en 95, 10 morts, 200 blessés et assassinat des moines de Tibérine. Toutes ces actions consistaient en fait à terroriser la France et à pousser le gouvernement français à surtout ne pas favoriser le moindre compromis politique en Algérie et à soutenir toujours plus
les généraux. Vous avez vous-même enquêté sur la collaboration de certains milieux sécuritaires et politiques français avec le régime algérien dans des coups tordus comme l'affaire du couple Thévenot. Quel était le but de ces opérations ? Alors l'affaire Thévenot est tout à fait exemplaire de ces magouilles franco-algériennes. En 93, 3 fonctionnaires du consulat de France à Alger, donc les époux Thévenot et un de leurs amis, Alain Fressier, sont enlevés pendant quelques jours, disparaissent à Alger. Ça soulève une grande émotion en Algérie et en France. Officiellement, les autorités et les médias disent qu'ils ont été enlevés par des islamistes. Et puis on les retrouvera quelques jours plus tard, libérés, et la France va les envoyer, les muter aux îles Fidji. Alors a priori, on se dit donc que les islamistes sont très méchants, ils ont enlevé les Thévenot, puis ils les ont relâchés. Pourquoi ? On ne comprend pas très bien. Et en fait, en enquêtant sur cette affaire, on a découvert qu'à l'époque, on est en 93, les autorités algériennes, l'armée algérienne et les services voudraient que la France, en fait, traque, arrête et expulse les opposants algériens qui sont réfugiés en France. Le problème, c'est que ces opposants algériens, souvent proches du fils, n'ont pas forcément commis de délit. Donc il était difficile pour le clan Pasqua, qui était à l'époque au pouvoir à Paris, et son collaborateur Jean-Charles Marcani, il était difficile d'arrêter légalement des gens du fils et de les expulser. Ça aurait fait des scandales dans la presse, auprès des avocats, etc. Jean-Charles Marcani m'avait confié qu'en fait il avait dit à Smaïl Lamari et aux Algériens, par contre évidemment, s'il y a en Algérie des attentats anti-français, des choses qui peuvent remuer l'opinion, alors ça nous servira de prétexte pour effectivement arrêter les islamistes algériens en France. Et c'est dans ce contexte que Smaïl Lamari, numéro 2 du service algérien, a organisé fin 94 l'enlèvement de ces 3 fonctionnaires français en faisant semblant qu'ils étaient aux mains des islamistes. Ils les ont gardés quelques jours et ça a permis en fait de faire pression sur la France et ça a permis à Charles Pasqua et Jean-Charles Marcani de convaincre Alain Juppé à Paris qu'il fallait vraiment arrêter les opposants algériens en France. Juppé a accepté de faire ça et donc début novembre 93, il y a eu l'opération Chrysanthème. On a arrêté des dizaines d'opposants algériens en France pour les expulser. Et en échange, les autorités algériennes ont relâché les époux Thévenot. Donc c'était un bras de fer diplomatique entre 2 États. On a fait passer sur le dos des islamistes un enlèvement qui en fait était organisé par les services secrets algériens en complicité avec une partie de l'appareil d'État français, puisque à l'époque Charles Pasqua était à un poste très important au gouvernement et son conseiller Jean-Charles Marcani était vraiment très impliqué dans ce vrai faux enlèvement des époux Thévenot. Les généraux ont pu perpétrer des carnages de grande intensité par les GIA et des groupes islamistes infiltrés contre les populations civiles pour les retourner contre les islamistes. Cela s'est passé quasiment à huis clos. Comment expliquez-vous la complicité active des médias algériens et l'absence pour le moins des médias français, hormis quelques rares exceptions comme vous-même ? Alors effectivement, en 97, il y avait des tiraillements très forts à la tête de l'État algérien. La branche éradicatrice de l'armée, donc essentiellement le DRS dirigé par le général Toufik Médienne, voulait pas de compromis avec les islamistes. Et vous aviez de l'autre côté le président Lamine Zeroual, un ancien général, qui lui pensait qu'il fallait faire un compromis avec les leaders du fils, Bassim Madani et Ali Belhadj, au point que fin août 97, je crois que Zeroual les avait fait sortir de prison, placés en résidence surveillée. Enfin, il poussait pour une négociation avec le fils pour quelque part le réinjecter un petit peu dans la vie politique. Et ça, la branche du DRS pro-française et éradicatrice ne le supportait pas. Et dans ce contexte, de terribles massacres de populations civiles ont eu lieu dans la banlieue d'Alger. On a massacré dans la ceinture, ce que j'appelle la ceinture verte d'Alger, c'est-à-dire des banlieues pauvres et qui avaient massivement voté pour le fils en 92. C'est eux les victimes de ces massacres. Alors c'est toujours pareil, on nous a dit officiellement que les islamistes massacraient des villages. Bon, ça c'est ce que tout le monde a retenu, c'est ce que les médias ont raconté. Mais en enquêtant notamment sur l'un de ces massacres, le terrible massacre de Ben Tarha dans la nuit du 22 au 23 septembre 97, on a découvert qu'en réalité, une bande de 80 tueurs cagoulés avait tué à peu près 400 habitants pendant 4 heures. Jusqu'à maintenant, c'est le mystère. Qui était-il? Officiellement, c'est des islamistes, mais en réalité, beaucoup de témoins qui étaient sur place nous ont expliqué que des véhicules blindés de l'armée avaient encerclé le quartier du massacre entre 23h et 5h du matin. Ils empêchaient les victimes de s'enfuir en les refoulant vers le théâtre du massacre, et ils empêchaient des patriotes ou des habitants de venir porter secours aux blessés. Donc on ne peut pas dire que c'est l'armée elle-même qui massacrait au cœur de Ben Tarha, mais l'armée a sécurisé le théâtre du massacre pour que cette mystérieuse bande de tueurs puisse, pendant 4 heures, massacrer 400 habitants et s'enfuir en toute impunité.
Moi, ça me rappelle un petit peu le massacre des camps de Sabra et Shatila au Liban. Dans les années 80, en fait, l'armée israélienne encerclait les camps et c'est les milices chrétiennes qui sont rentrées dans les camps et qui ont massacré. Donc c'est pas forcément l'armée israélienne qui a massacré, mais elle a organisé et sécurisé le théâtre du massacre. Donc voilà, après la question c'est pourquoi les médias algériens n'ont pas pu raconter ce qui s'était vraiment passé, ou les médias français. Il faut savoir qu'en tout cas l'État algérien verrouillait très solidement son territoire à l'époque. C'était extrêmement difficile pour des journalistes français d'avoir des visas, et quand ils avaient des visas, ils étaient encadrés et escortés, et ils avaient tendance à relayer la version officielle des autorités plutôt que d'enquêter. Ce qui explique en fait que l'Algérie a réussi à intoxiquer l'opinion internationale à travers les journalistes français notamment. Quant aux journalistes algériens, ceux qui essayaient de faire un travail après 92 ont été souvent tués ou expulsés, et le régime avait réussi à soumettre quand même une grande partie de la presse algérienne et à l'empêcher d'enquêter réellement sur ces massacres, ce qui fait qu'en fait la vérité n'a rarement été découverte. L'affaire des moines de Tibérine n'a toujours pas été élucidée, même si de très fortes présomptions pèsent sur l'armée algérienne. Pensez-vous que la guerre des clans qui a lieu en ce moment entre les clans du régime pourrait faire éclater la vérité ? Alors, je ne sais pas si la guerre des clans actuelle entre le clan Boutef et le DRS va faire sortir la vérité, mais je pense qu'un jour ou l'autre, oui, la vérité sortira, parce que le temps passe, les responsables du DRS qui sont impliqués dans l'enlèvement et l'assassinat des moines s'éloignent progressivement du pouvoir. Smaïl Lamari est décédé en 2007, Toufik Médienne est maintenant en position moins favorable qu'auparavant, et je pense qu'il y a des cadres du DRS qui, un jour ou l'autre, vont parler sur cet enlèvement et cet assassinat. En tout cas, c'est souhaitable, parce que là encore, on a complètement intoxiqué l'opinion. On a fait croire pendant des années que ces pauvres moines chrétiens, qui étaient en très grande sympathie avec la population locale, avaient été victimes de méchants Algériens islamistes qui s'étaient retournés contre eux pour les égorger. Les gens ont cru, puisque des musulmans contre des chrétiens, forcément, ça serait la guerre des civilisations, ça serait crédible. En fait, comme si les religions se détestaient forcément. Alors qu'en vérité, cette affaire est d'une toute autre nature. On avait au contraire un très grand respect entre les moines chrétiens et la population de la région. Ils avaient connu les parents, les enfants des générations entières, et donc quand des jeunes de la région de Bédéa ont pris les armes contre le régime, souvent les moines les connaissaient et ne les jugeaient pas, et même parfois quand les gens du maquis pouvaient passer, étaient gravement blessés, il pouvait arriver qu'ils aillent se faire soigner au monastère. Donc en réalité, c'est cette situation qui a embarrassé considérablement les autorités algériennes et qui ont incité, là encore, Smaïl Lamari à organiser l'enlèvement des moines. Le but n'était pas de les tuer, c'était simplement de les expulser pour se débarrasser de ces témoins gênants et les empêcher d'aider les maquisards islamistes. Mais je pense qu'après l'affaire a mal tourné parce que des soupçons ont commencé à se porter sur les autorités algériennes, et pour éviter que le scandale n'éclate, je pense qu'ils ont ordonné l'élimination des moines. Et donc je pense qu'un jour ou l'autre ça sortira, et c'est important parce que cette affaire de moines de Tibérine peut être perçue comme finalement la preuve que les islamistes tuent et égorgent, alors que dans cette affaire, c'est plutôt les services algériens qui ont voulu éliminer des témoins gênants qui étaient au contraire en faveur d'un dialogue entre les religions. Jean-Baptiste Rivoire, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Jean-Baptiste Rivoire, merci à Samia de lui avoir posé ces questions. Je tiens à signaler que nous avons essayé de joindre Ahmed Simouzara, qui est au Burkina Faso, qui est l'un de ces anciens islamistes très pacifiques qui vivaient en France et qui ont été victimes de ce complot de Pasqua, Pandro, Marchiani, Yves Bonnet, Smaïl Ammar, etc., l'affaire dite du complot de Folombré. Donc on a essayé de le contacter, on n'a pas réussi à le joindre, mais nous essayerons encore. Nourdine Ahmin, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie moi aussi pour cette invitation. Alors, Nourdine Ahmin, merci. Nourdine Ahmin, plusieurs membres parmi les putschistes, parmi les membres de la junte qui a perpétré le coup d'État de 92, ne sont plus de ce monde. Ils sont partis sans en rendre compte. Et ceux qui sont encore de ce monde semblent ne pas être inquiétés outre mesure. Ils ne seront pas jugés, il n'y aura pas d'enquête, la vérité ne sera pas faite. Vous savez, la vérité, un jour ou l'autre, elle sera de mise. Il faut qu'un jour éclatera, ça c'est évident, même pour ceux qui sont morts. Mais il y aura même à titre posthume, c'est impossible, devant tous les crimes qui ont été commis, des crimes abominables, des crimes contre l'humanité,
d'une atrocité presque incomparable. C'est la raison pour laquelle la question justement de vérité et justice est posée plus que jamais. Pourquoi? Pour connaître justement ce qui s'est passé pendant cette décennie, pendant toute cette période qui a connu des massacres à grande échelle. Les tenants du pouvoir et les acteurs de cette période-là, du côté du pouvoir, disent que c'est les islamistes. Soit, d'accord, ok, c'est les islamistes. Qu'est-ce que vous attendez pour justement lancer un mécanisme de vérité et justice? Et voilà, on va les juger, c'est tout. Ouvrons-nous d'abord les débats sur cette question, ensuite ouvrons-nous des dossiers sur tous ces massacres-là, et on verra justement, laissons la justice, une justice indépendante, sinon un mécanisme à prévoir, hein, c'est après discussion, un mécanisme à prévoir dans le sens justement d'une vérité et justice. Des exemples. Eux, ils rétorquent, ils vous répondent, quand vous leur dites pourquoi vous ne demandez pas vous-même qu'il y ait une enquête et une justice impartiale, ils vous répondent non, on n'a plus le droit. Il y a maintenant une loi, la Charte nationale pour la réconciliation, qui interdit de mener toute investigation et de juger quiconque dans cette tragédie nationale. Absolument oui, bien sûr. Pourquoi d'abord cette charte? Pourquoi? La question se pose. C'est pour couvrir qui? Protéger qui? Et finalement, cette charte est venue pour protéger les bourreaux des deux bords. C'est les bourreaux, c'est les criminels des deux bords que cette charte protège. Par contre, la victime, c'est justement, encore une fois, ces victimes-là, d'abord par les faits qui sont déroulés, et la deuxième, justement, le deuxième crime contre ces victimes, c'est cette charte, justement. L'objectif de cette charte, c'est pour protéger les criminels. Voilà. Au sujet de l'instrumentalisation de la violence, Nourdine Ahmed, dès l'interruption du procès électoral, au début, les premiers temps de la violence, les islamistes ont été poussés à la violence. Nous ne le dirons jamais assez. On ne leur a quasiment pas laissé le choix. Mais au début, il n'y avait pas de guerre contre les civils. C'était un affrontement entre des islamistes et la police surtout. Et puis, petit à petit, ça a dégénéré et on a assisté à une violence qui est née, qui était orchestrée, dirigée contre les civils. Exclusivement contre les civils, presque exclusivement, j'allais dire. Non seulement il y a eu l'instrumentalisation de la violence, mais il y a eu aussi la planification de la violence. On a planifié à cette violence. Et on a planifié à tout cela pour arrêter un processus électoral qui est venu après le 5 octobre 88. Si vrai, certains disent sur les événements de 5 octobre 88, ça a été instrumentalisé, ça a été soit, mais les résultats que ça a donné, cet événement, un résultat inattendu. Et même les tenants du pouvoir à l'époque ne s'attendaient pas à l'onde de choc de ces événements. Donc, il y a eu cette ouverture et, bien sûr, l'ouverture oblige ces tenants du pouvoir justement à quitter le pouvoir, de rendre la parole au peuple, de démocratiser la société et construire un état de droit. Et comme les intérêts de ces messieurs, des acteurs de l'époque et les tenants du pouvoir de l'époque, qui avaient la même mise sur la société, sur l'État d'une manière générale, depuis 1962 d'ailleurs, pour eux c'était impossible, notamment l'armée, parce que le vrai pouvoir est détenu toujours par l'armée, depuis 1962, voire même un peu avant, mais parlons de l'indépendance, après l'indépendance, de l'indépendance jusqu'à présent. Donc, le pouvoir que détenait l'armée, était impossible de laisser aux civils, impossible de laisser à la société, impossible de laisser au peuple algérien, qui a normalement la souveraineté. Donc, il fallait comploter contre tout cela. Il fallait justement créer un climat qui permet de revenir en force, quitte à justement, par la planification de la violence et l'instrumentalisation de la violence. Avant ça, ils ont commencé par justement mettre de la pagaille sur la scène politique. Rappelez-vous très très bien, quand il y a eu l'ouverture, n'importe qui, 15 personnes pouvaient
pouvait faire un parti politique. Donc l'atomisation de la société, l'atomisation de l'organisation de la société sur le plan politique, ça a été voulu, ça a été, dans ce cadre de la planification, pour justement, quand on atomise comme ça la société, quand on atomise la société, la scène politique, c'est justement pour ne pas dégager des partis forts qui peuvent jouer le rôle dans la société, le rôle politique. Non, on a tout fait justement pour casser une certaine dynamique issue des événements du 5 octobre. Et par la suite, maintenant, la deuxième étape, c'était justement préparer la violence. Préparer la violence comment? Comme l'a dit si bien Jean-Baptiste Rivoire, sur l'envoi des islamistes et autres d'ailleurs, ce n'était pas uniquement des islamistes, c'est des gens qui n'avaient rien fait, mais ils sont quand même envoyés dans les camps de concentration du Sud. C'est quoi ça? Ça ne rentre pas dans une planification. Ça ne rentre pas dans la préparation de la haine de ces gens-là envers l'État. C'est logique. Donc, c'est comme la deuxième étape. La troisième étape, justement, c'est provoquer carrément la violence. Provoquer la violence, ça a commencé, comme vous l'avez dit au départ, par, d'ailleurs, on ne sait pas qui d'ailleurs jusqu'à présent, hein, on dit que c'est des islamistes qui tuaient des policiers au départ, par la suite les journalistes et ensuite les étrangers justement pour commettre des massacres à grande échelle, à huis clos. Donc, c'est ça. Tout a été fait par étapes. S'attaquer aux policiers, pourquoi? Pour dire, voilà, ils s'attaquent à vous. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez le droit d'utiliser la violence d'une manière forte, parce que ces gens-là, ils sont en train de vous tuer. Déjà, créer de la haine entre ce corps et la société, en fin de compte, non seulement contre les islamistes, parce que c'est toute la société algérienne qui a subi cette violence. Restez avec nous, Nordine Ahmin. Yahya Bounouar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter sur votre chaîne, cher ami Jamaldine. Merci Yahya. Alors Yahya, vous vous rappelez de ces années de sang quand les éradicateurs tenaient le haut du pavé, quand ils tombaient à bras raccourcis, quand ils tiraient à boulet rouge contre quiconque osait poser la moindre question sur la responsabilité des uns et des autres. On les appelait les kitukistes, les kituki. Vous vous rappelez? J'ai pas entendu la dernière partie. Est-ce que vous vous rappelez de ces gens qui traitaient les gens qui se posaient des questions légitimes de kituki ou de kitukistes? Ah oui, absolument, absolument. Bon, il faut savoir que au moment du coup d'État, il y a dans la société algérienne des gens qui ne sont pas islamistes, qui sont anti-islamistes, et c'est parfaitement leur droit. Dans les médias, une majorité de journalistes étaient anti-islamistes, et encore une fois, ils avaient le droit d'être anti-islamistes. Mais, comme vient de le dire c'est Ahmin, il y a une haine qui s'est développée, et on est passé de l'anti-islamisme, qui est normal, à la haine de tout ce qui est de l'autre côté. Et on est passé à des appels au meurtre. On est passé de combattre le terrorisme qui a existé à combattre tous les islamistes et se taire sur les exactions. Je me rappelle qu'à Alger, en fin 92, début 93 et toute l'année 93 par exemple, il y avait des rafles, des quartiers entiers étaient bouclés, notamment à l'est d'Alger, Al-Harrach, Barraqi, la montagne, étaient encerclés par l'armée et la gendarmerie. Les quartiers étaient fouillés maison par maison, avec tous les dépassements que vous pouvez imaginer. On prenait l'argent, tout ce qui avait une barbe était embarqué, tout ce qui ressemblait de loin ou de près à un islamiste était embarqué. Les maisons étaient complètement sens dessous. Donc on est passé à quelque chose d'inacceptable. Et dans les médias, la haine de l'autre, la haine de l'islamiste a fait qu'on se taisait sur ces dépassements.
On pouvait ne pas être d'accord avec les islamistes. On pouvait critiquer, dénoncer certains terroristes qui étaient passés dans l'action armée. Mais se taire sur tous ces dépassements. Il y a eu, à partir de fin 92, des arrestations massives. La torture à l'échelle industrielle. On a torturé des dizaines de milliers d'Algériens juste parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit ou qu'on les avait arrêtés dans les rafles. On a fait disparaître. Beaucoup sont morts sous la torture. Et donc il fallait les faire disparaître. C'est une répression terrible qui a touché beaucoup de gens en Algérie. Et les médias à côté, une grande partie des médias, on ne va pas dire tout le monde, il y avait toujours des gens dignes et honnêtes, se sont tus face à ces dépassements, face à cette répression aveugle, et n'ont rien dit. Et le résultat, c'est que quand ça s'est arrêté, eh bien, on s'est rendu compte que des dizaines de milliers d'Algériens ont été torturés, 200 ou 300 000 morts au total, 20 000 disparus, vous l'avez évoqué dans votre introduction, et personne n'a osé, personne, très peu de gens, notamment dans les médias algériens, n'ont osé dénoncer ces crimes qui n'étaient pas justifiés. Lutter contre le terrorisme, c'est une chose, réprimer toute une population parce qu'elle avait de la sympathie, ou quelquefois même pas de la sympathie parce que les gens se trouvaient au mauvais endroit, ça, il fallait le dénoncer. Mais Yahya, plus que, comme vous dites, personne n'a osé dénoncer, ou très peu de gens. Très peu de gens, on ne va pas dire personne. Oui, très peu de gens. Mais en fait, c'était beaucoup plus, puisque dans ce vide politique qui a été créé juste après le coup d'État, les élites politiques, les médias, les politiciens, les journalistes, beaucoup de gens parmi ces élites, j'allais dire naturelles, se sont rangés du côté de la junte. En tout cas, ceux qui s'exprimaient en faveur de la junte étaient très nombreux et ils n'en avaient pas honte et ils revendiquaient pleinement, de façon, j'allais dire, presque outrancière, leur soutien à la junte. Absolument, ça s'explique. À partir du moment où il y a un coup d'État, tous ceux qui sont contre, politiquement contre, ou qui osent dénoncer, ont été eux aussi réprimés, poussés à l'exil, emprisonnés, et il ne restait plus sur la scène médiatique que ceux qui étaient d'accord et qui défendaient le régime en place, et pas seulement le régime, défendaient les pratiques du régime, défendaient la répression, défendaient la torture. Il y a même, on peut retrouver, c'est dans la presse algérienne, des appels au meurtre. On voulait tuer un tiers de la population pour que les deux autres tiers vivent tranquilles et soient débarrassés de ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Donc ça a été poussé très loin. Il y a eu même dans les médias, le journaliste Sidi Ahmed Semian, ça, ce que tout le monde connaît, a écrit un livre sur la presse. Le refuge des balles perdues. Alors, des journalistes que je ne vais pas citer, mais qui sont dans le livre, parce que ce n'est pas le lieu de les citer, mais qui sont dans le livre, Sidi Ahmed Semian les a cités. Oui. Il y a eu des journalistes qui ont eux-mêmes écrit des faux communiqués du GIA pour revendiquer des attentats. C'est-à-dire, non seulement ils ont écrit sous les ordres et les coups de téléphone et les fax des officiers du DRS, mais ils ont poussé le bouchon à écrire eux-mêmes des faux communiqués du GIA pour revendiquer des actions terroristes. Donc ça a été vraiment très loin. Ils ont fait plus que supporter un régime issu d'un coup d'État, ils ont été complices sur le plan médiatique des exactions des services de renseignement. Ça a été vraiment très loin. Donc ça, aujourd'hui, les gens commencent à le deviner. Je pense que les Algériens le savaient un peu, mais c'est clair qu'il y a une partie, on est passé de l'anti-islamisme qui est légitime politiquement à la complicité de meurtre, à la presse des 1000 collines. Yahya, je vais vous raconter deux anecdotes auxquelles j'ai assisté personnellement, hein, j'étais présent. Une fois, un journaliste, un collègue, avait reçu un appel et il écrivait comme ça, je me rappelle, sous la dictée.
il écrivait Saria, X, le Katiba, il donnait des informations sur un maquis des Jia dans les montagnes, etc. On entendait quelqu'un lui dicter. Quand il a fini, il s'est vanté, hein, il ne s'est pas caché. Il m'a dit, tu sais qui me parlait? C'est Flan. Il m'a cité quelqu'un qui était commandant ou colonel à l'époque du DRS. Une autre fois, à Batna, je me rappelle, en 1994, je venais d'arriver d'Oran vers Batna, en pleine nuit, il devait être 22 heures, et on entendait des rafales. J'étais avec ma femme et mon fils, et on entendait des rafales, puis paf, paf. Alors j'ai dit à ma femme, écoute, là, c'est des exécutions, et là, le coup que tu entends, c'est un coup de grâce. Ils sont en train d'achever les blessés. Et le son se déplaçait un peu dans toute la ville. On le suivait on suivait le son, il était à gauche, à droite, devant, derrière. Et le lendemain, les Batnéens ils sont réveillés. Je parle d'un événement que tous les Batnéens connaissent. Ils ont trouvé une trentaine de jeunes gens exécutés et mis dans tous les carrefours de la ville. Parmi ces gens, il y en a une dizaine qui ont été sortis de la prison. C'était des gens qui avaient été arrêtés, qui avaient été mis en prison. Ils les ont sortis de la prison pour les exécuter. Et ils sont restés jusqu'à 14 heures, jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Et à un certain moment, quand les chiens ont commencé à lécher le sang, les gens ne sont plus retenus. Ils sont sortis, ils ont mis des draps sur eux et à ce moment-là, ils ont été évacués. C'est pour vous dire, hein, ce sont deux histoires auxquelles j'ai assisté personnellement. Badreddine Gerfa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, si Jamal. Badreddine Gerfa, vous êtes cadre du fils. Alors, moi j'ai mon laptop, comme on dit, avec moi. Et donc, une amie vient de m'écrire. Elle me pose une question, je vais vous la poser. Vous êtes avec moi, Badreddine Gerfa? Oui, je suis avec vous. Alors, pourquoi les islamistes ne se sont pas démarqués de façon claire des crimes du JIA, de l'AIS? Les assassinats d'intellectuels, pourquoi n'ont-ils jamais condamné? Pourquoi surtout, à ce jour, ils persistent à avoir une position ambiguë, le moins que l'on puisse dire? Merci. Assalamu alaikum, Azloum Filaouen. Alaykoum salam, Azzoul. D'abord, si Jamal, Allah yarham tous les morts algériens, c'est 250 000 morts comme ça, parce que un certain nombre de généraux ont décidé de faire un coup d'État et ont planifié toute cette violence. Ils ont même estimé le nombre de morts à 60 000 morts. Malheureusement, il y en a eu 250 000 et un mort, c'est quelque chose d'extraordinaire en Algérie. Bon, maintenant, le problème, vous posez, M. Sijamel, le problème comme si c'était un problème islamiste, système ou régime. Je vais rappeler nos chers téléspectateurs et vous inviter, que je salue au passage, que quand Aït Ahmed Rahimahullah était en prison, quand l'AMP a eu le dessus, ils l'ont pris, ils l'ont foutu en prison. Algérie Républicain, qui était un journal communiste, avait titré que l'AMP, le traître, elle l'a appelé le traître. Où il y avait aussi un appel au meurtre contre Krim Belkacem, rahimahullah, une véritable fatwa communiste pour Dr Krim Belkacem. Donc, souvenez-vous que les communistes à l'époque leur position était un soutien critique au régime. Donc, là, c'était le Pax plutôt, hein? Là, c'était plutôt le Pax. Oui, le Pax, oui, c'était le Pax, exactement, pour être plus précis. Merci. Oui. Donc, je pense que ce régime qui est issu d'un certain nombre de coups d'État depuis la guerre de libération nationale avait un véritable problème avec la souveraineté populaire. C'est pour ça que je rappelle que Farhat Abbas rahimahullah avait dit que laissez ce peuple choisir. Une fois il se trompera, deux fois, mais il choisira la bonne voie. Donc,
Non mais Badr Dinguerfa, vous bottez en touche là. Hein. Moi j'ai préféré que vous me répondiez d'abord et qu'on commente le reste ensuite. Comment? J'aimerais que vous répondiez d'abord à la question et qu'ensuite on entre dans les considérations philosophiques, j'allais dire. Maintenant, pour parler du fils. Oui. Le fils, on voulait embarquer le fils dans la violence déjà en juin 91. Et en juin 91, les dirigeants historiques de l'époque étaient en prison, les cadres intermédiaires du fils, les cadres qui travaillaient dans les wilayas, se sont réunis, j'étais parmi eux, à plusieurs reprises, et ces réunions sont arrivées, en fin de compte, à la réussite du congrès de Batna, qui a élu M. Hachani, rahimahullah, à la tête du bureau exécutif, et nous avons évité la violence au pays. Donc, mais en 92, le régime est à leur tête ce Nezal, ce général, et certainement qui est à la solde de certains milieux français, c'est certain, ont décidé d'accélérer, et c'est pour ça la réponse de Nezal à M. Mahri, rahimahullah, quand il lui a proposé la solution de la paix après le coup d'État, Nezal lui avait répondu que l'armée a sa solution. Donc, alhamdoulilah, il y a beaucoup de témoignages, que ce soit Talib Ibrahimi, que ce soit l'avocat Meshri, que ce soit Nezal lui-même, que ce soit Betchine, que ce soit plusieurs, tous les témoignages concordent et disent que les dirigeants du fils, les officiels, je dis, le président du fils, Abbasi Madani, ou le chef du bureau exécutif, Hachani, ont essayé toujours de donner des solutions, soit avant le 11 janvier, et même après le 11 janvier. Maintenant, quand on prend 20 000 Algériens, la plupart c'est des cadres du fils, quand on les fout dans les camps de concentration, et quand on laisse tout ce mouvement et tout ce peuple sans dirigeant, que pensez-vous qu'il y a après? Je salue votre invité quand il dit qu'il n'y a pas d'instrumentalisation de la violence, il y a une planification de la violence. Bien sûr, nous ne cesserons. Moi, je suis cadre de fils et je condamne toutes les violences, toutes les violences contre les peuples, contre le peuple algérien, mais la première violence, c'est la violence de ce régime qui est venu après un certain nombre de coups d'État, les coups d'État de clan, et surtout après le coup d'État de 92. Maintenant, est-ce que le fils, on lui a permis de faire son congrès? On a fait un congrès en Europe, les réponses sont là. Nous avons proposé une solution au congrès de Hachani en 2002. Nous avons toute une vision pour trouver une solution avec les autres partenaires politiques. Maintenant, voyez ce qui se passe avec le vice-président du fils, Ali Belhaj. Voyez ce qui se passe avec tous des cadres du fils jusqu'à maintenant qu'on pousse dans leurs derniers retranchements. Donc, le problème, c'est de condamner quoi? Condamner qui? Moi, Badr Dinguerfa. Oui. D'abord, c'est vrai, nous signalons que M. Ali Belhaj continue de subir un harcèlement absolument intolérable. Au point où on reproche à certains de ses amis de venir prier avec lui. Ça devient intolérable. Mais sinon, la question est simple, si Badr Dinguerfa. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir condamné clairement les assassinats de masse commis par les JIA, alors que les JIA, tout le monde savait que c'était des groupements créés par le DRS. Même ça, vous ne l'avez pas condamné. Même les JIA qui étaient à la solde, créés, infiltrés par le DRS, qui commettaient des crimes contre les populations qui avaient voté pour vous, même ceux-là, vous ne les avez pas condamnés. De façon claire, j'entends, sans ambiguïté. Écoute, si jamais, comment nous avons condamné, nous condamnons tous les massacres de population, cette population, ce peuple algérien qui subit des violences depuis 62 et et surtout après 92, nous les condamnons fermement,
clairement et sans détour. Mais est-ce que c'est ça la solution? Comme disait Feu Mahdi rahimahullah, est-ce que la solution c'est la condamnation? Non, monsieur Jamal, je suis désolé. Nous devons travailler. Non, mais c'est. Badr Dinguev, excusez-moi de vous interrompre. C'est se démarquer. Oui. Quand on condamne un groupe terroriste qui parle au nom des musulmans, au nom des islamistes politiques, qui égorge, qui tue, qui brûle, qui dévaste. Moi, personnellement, Jamal Benchenouf, je sais que ce groupe du JA a été créé par le DRS. Mais quand vous le condamnez, vous vous démarquez. Ça veut dire que vous l'isolez. Ça veut dire que vous vous faites l'allié du peuple algérien contre et le DRS et le JA qui l'a créé. Or, même ça, vous ne l'avez pas fait. Mais je ne comprends pas. Politiquement, ça pose question. Si Jamal, le FIS est un parti politique qui était en crise. Tous ses dirigeants, que ce soit les dirigeants intermédiaires ou centraux, étaient en prison, dans les camps de concentration. Maintenant, allons vers une solution. Et là, nous condamnerons. Nous avons toujours appelé fortement et à haute voix à une commission indépendante pour qu'elle statue sur tous les crimes qui sont passés en Algérie. À ce moment-là, tout sera clair. Nous ne voulons pas être manipulés par qui que ce soit, par un clan ou par un autre. Saïd Moukbel, il n'a rien à voir avec l'islamisme, mais Saïd Moukbel déjà prévoyait qu'il allait être tué par le DRS, n'est-ce pas, si Jamal? Donc, oui, dans une longue interview qu'il a donnée à une journaliste, Monica Bergman, une lettre à la comme ça, il a dit qu'il doutait beaucoup des auteurs véritables de ces crimes ciblés, de ces assassinats ciblés. Exactement, si Jamal. Nous condamnons, mais le problème, c'est, je dis qu'il faut aller vers une solution. Je saisis cette occasion pour me poser une question, pour me demander où se trouve l'instance de suivi des concertations, où est le CTLD, la transition à la liberté démocratique, où est le débat? Il n'y a pas de débat sur la crise algérienne. Nous écoutons Betchine, nous écoutons Nezar, nous écoutons Foulen, mais où sont ces partis? Il faut avoir le courage de débattre. Il faut avoir le courage, même au fils, nous devons avoir le courage de dire on s'est trompé là, on ne s'est pas trompé là. Tous ces partis, Hams maintenant, par exemple... Justement, attendez, Badreddine Guerfa, je vais vous poser une autre question qui vient de me parvenir d'un autre ami. Décidément, vous êtes en veine. Les gens vous adressent des questions via ma boîte mail. Donc, après le putsch, comment le fils a-t-il réagi? Comment a-t-il pu s'organiser dans de telles circonstances très difficiles? Et surtout, comment expliquer la complicité de partis politiques, même islamistes? Oui, c'est ça Quand on parle d'instrumentalisation, M. Benchenouf, vous êtes de ma génération, vous savez, quand on était aux universités ou dans les écoles supérieures, beaucoup de gens étaient étudiants et étaient contractuels avec les services de sécurité. Maintenant, c'est une toile d'araignée qui se trouve un peu partout, dans les associations, dans les partis islamistes, communistes, chez les avocats, les juges, etc. Malheureusement, en 92, tout le monde le sait maintenant, alhamdoulilah, il faut appeler chat chat et chien chien. Je parle maintenant du parti Nahda islamiste. Il a été clair, il a été pour le choix populaire. Maintenant, Hamas, qui était Hams maintenant, elle a eu un autre, elle s'est rangée du côté des putschistes. Et ils le disent jusqu'à maintenant, et c'est malheureux, ils disent que nous voulions sauver l'État algérien. Et or, ils ont sauvé la mafia qui gouverne et qui pille et qui tue les Algériens. Mais quand on parle du RCD, il a fait le même choix. Quand on parle de Hussein Ahmed qui a compris l'essentiel, comme le dit son confident, il a compris, il a dit à son confident, on peut le lire sur les journaux, en 91, nous avons gagné la souveraineté populaire.
Yani, le peuple a choisi pour la première fois. Alors, c'est M. Ahloud qui parle. Si le fils travaille bien, c'est tant mieux pour l'Algérie. S'il ne travaille pas bien, vu qu'on a gagné la souveraineté populaire, les Algériens vont choisir un autre parti. Badr Denguerva, je vais vous arrêter. Je vous laisserai poursuivre après pour essayer de répartir tant de paroles de façon équitable. Nordin Ahmin, je reviens à vous. Peut-être un commentaire sur ce que disait Badr Denguerva? Le commentaire que je puisse faire à propos de votre invité, c'est que à l'époque, non seulement le pouvoir demandait aux islamistes, même à toute l'opposition, la vraie opposition à l'époque, il y avait une opposition constituée notamment de la LADDH, c'est-à-dire la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, le Front des forces socialistes, le Parti des travailleurs de Mizah Hannoun, MDA de Ben Bella, bien sûr, et les islamistes, du fils notamment, bien sûr. Là, le pouvoir jouait un certain jeu. Si tu veux t'asseoir à la table des discussions, condamne d'abord. Voilà ce que faisait le pouvoir à l'époque. C'est-à-dire, je n'ai aucune discussion avec vous si vous ne condamnez pas. Et vous condamnez le djihad en tant qu'islamiste. Ce n'est pas en tant que groupe criminel. Et tout cela. Et bien sûr, normalement, la presse, comme l'a dit c'est Benoît, malheureusement, la presse, dans son écrasante majorité, a pris le camp des putschistes. Donc, au lieu de mener justement des enquêtes pour savoir, pour connaître ce qui s'est passé à l'époque, après tous les massacres qui ont été commis, non. Donc, voilà, on jouait sur ce volet-là. Il faut condamner le djihad en tant que groupe islamiste. Ça, c'est terminé, c'est identifié. Ce n'est pas la fabrication du DRS, ce n'est pas ça n'a rien à voir avec nous. C'est des islamistes, c'est des sanguinaires. Il faut les condamner en tant que tels. Donc c'était très difficile, très difficile. Et c'est comme ça. Au fait, c'était une stratégie pour couper court à toute avancée de la véritable opposition à l'époque. Nordin Ahmin, restez avec nous. Nous allons observer un court intermède et nous revenons à vous dans quelques instants.
Salam alaikum min jadid. Nourdine Ahmine, je reviens à vous. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez sûr que la vérité finirait par se faire. Est-ce que ce ne serait pas juste un vœu pieux? Sinon, comment pouvez-vous envisager que cela puisse aboutir, que cette vérité pourrait un jour éclater dans de telles circonstances? Il suffit d'un événement quand même très important, la mort de Hussein Aït Ahmed, le grand Hussein Aït Ahmed, pour provoquer déjà un début d'un débat sur tout ce qui s'est passé au cours de cette décennie, non seulement noire, mais sanglante plutôt. Donc à partir de là, déjà, cela veut dire que, bien sûr, la société, si pour le moment il ne réagit pas dans le sens vraiment, dans le sens, je dirais figurant, dans le sens fort pour revendiquer juste la vérité et justice, c'est parce que ils savent, même aujourd'hui, les tenants du pouvoir sont encore dangereux. Ils sont capables de provoquer un autre désastre. Surtout parce qu'il n'y a pas eu, parce qu'il y a la continuation de l'impunité. Et cette politique de l'impunité, justement, elle est utilisée dans ce sens. C'est-à-dire, si vous bougez, vous aurez une situation pire que celle qu'on a vécue déjà. Donc le peuple, dans sa sagesse, a compris ce message. Donc il est en train d'aller tout doucement sur cette question. En même temps, il faut aussi voir les autres expériences, surtout l'Amérique latine. L'exemple de l'Amérique latine était édifiant. L'Argentine, le Chili, c'est vraiment... on a tout fait pour étouffer justement, pour éviter de provoquer une certaine politique pour une justice, vérité et justice. Et ça n'a pas marché parce que la société a besoin d'abord, et elle ne peut pas, les victimes ne peuvent pas lâcher prise, ce n'est pas possible. C'est pour cette raison. Comment faire pour aller vers ce processus vérité et justice? Je vais vous donner quelques indications. Aujourd'hui, les gens du FIS, par exemple, ils le disent publiquement, ils sont en train de réclamer une enquête impartiale et une justice indépendante, et ils acceptent eux-mêmes de répondre de tout ce qu'on pourrait leur demander. Les généraux, par contre, les putschistes, disent non, 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 on ne peut plus, la loi, la charte, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, l'initiative, la perspective est bouchée. On ne peut pas y aller légalement. Voilà, c'est vrai, dans un sens, c'est vrai. Et je dirais, les islamistes du FIS, ce n'est pas seulement aujourd'hui, même, il faut se rappeler du contrat de Rome. Le contrat de Rome qui a été une proposition de sortie de crise et pour aller vers un état de droit, en fin de compte. Et justement, c'est la condition pour aller vers la vérité et justice, c'est l'instauration d'un état de droit. Il suffit d'instaurer un état de droit que ces questions reviennent en force. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, un jour, il y aura justement, on aura cette vérité et il y aura une justice, surtout pour les victimes et surtout pour les générations futures, parce que c'est une bombe à retardement, cette question de l'impunité. C'est une bombe à retardement. Il faut qu'un jour, on arrive justement à être conscient qu'il faut régler cette question et aller dans le sens d'un état de droit, et ça c'est inéluctable. C'est question de temps, c'est comme ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça sur cette voie, sur la voie de la dictature, sur la voie que cette oligarchie continue à gouverner la société, à prendre en otage l'État. Merci Nourdine Ahmine, en espérant vous revoir bientôt dans nos autres émissions. Je reviens à Yahya Bonouar. Yahya Bonouar, le constat est fait globalement un peu par tous les Algériens, tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé. Maintenant que les nuages sont dissipés, on sait à peu près qui est derrière, pas à peu près, on sait avec certitude qui est derrière tout ça.
du moins selon la chapelle où on se place soi-même, parce que certains qui continuent de rester des éradicateurs n'en démordent pas, c'est les islamistes et personne d'autre. Mais sinon, Yahya Bounoir, comment vous envisagez l'avenir? Comment vous envisagez le développement? Comment ça va se terminer tout ça? Avant de répondre à votre question, je vais quand même, par rapport à ce qu'a dit votre invité, le cadre du FIS, Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, et par rapport aux débats qui sont aujourd'hui sur la place publique en Algérie, moi je suis tout de même surpris, déçu, choqué par le silence des dirigeants du FIS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des Nezars qui parlent comme un bavard et qui n'arrêtent pas de parler et qui racontent. On a des Betchines, on a tout le monde raconte sa version des faits. Et puis on a en face au moins deux dirigeants du FIS, Ali Belhadj et notamment, surtout, Abbassi Madani, qui ne disent rien. Je peux comprendre qu'Ali Belhadj, qui subit un harcèlement absolument insupportable, n'ait pas envie de remettre de l'huile sur le feu, mais je ne comprends absolument pas le silence de Abbassi Madani. Abbassi Madani doit parler, doit raconter, et surtout ne doit pas laisser que Nezar parler et raconter sa version sans donner la sienne. Abbassi Madani et Ali Belhadj ont été sortis de prison par l'Amin Zerouel, ont été mis en résidence surveillée, ont négocié et sont quasiment arrivés, selon nos sources, il y a eu encore le témoignage de Ali Yahya Abdenour, sont pratiquement arrivés à un accord, et puis les militaires, le DRS, ont fait capoter cet accord, et je ne comprends pas pourquoi Abbassi Madani ne ferme pas le clapet aux bavards Nezar. Mais Yahya, donc je leur demande à travers votre chaîne, parlez, dites, si vous avez participé, vous êtes des acteurs, dites, donnez votre version et qu'on ait les deux versions. Oui, j'en conviens, Yahya. On les croit pas. J'en conviens, mais je vous donne mon avis personnel. Hein. Je n'en sais rien moi-même. Peut-être que les leaders du FIS trouvent que, en réfléchissant en politicien, peut-être qu'ils trouvent que l'aubaine est trop bonne pour être interrompue. Il faut les laisser se déchirer suffisamment pour que le peuple algérien les découvre d'abord sous leur véritable jour et qu'après, les leaders du FIS viendraient mettre les pendules à l'heure. Peut-être, moi c'est ce que je me dis en tout cas. Mais vous connaissez l'âge et l'état de santé de Abbassi Madani. J'aimerais, en tout cas moi, il a été un acteur essentiel pendant cette période, et j'aimerais qu'il apporte sa version des faits et qu'il ne laisse pas que les putschistes raconter leur version. Pour Ali Belhadj, même si j'aimerais qu'il parle, je peux comprendre les conditions dans lesquelles il vit. Et encore une fois, c'est absolument insupportable et il faut que ça cesse et qu'il le laisse tranquille, ne serait-ce qu'en tant que simple citoyen algérien, qu'il vive tranquillement dans son propre pays, qu'il se déplace librement dans son propre pays et qu'il s'exprime librement dans son propre pays. Mais, vu les circonstances, au moins que Abbassi Madani apporte, et puis il n'y a pas que Abbassi Madani, il y a Abou Khamkham, il y a Ali Jeddi, ils sont encore vivants, il y a Hachani, Allah rahmou est mort, mais les autres sont encore vivants, qu'ils apportent eux aussi leur version pour nous aider à comprendre, même si on a compris, mais il y avait deux acteurs essentiels, d'un côté les généraux putschistes, de l'autre côté les dirigeants du FIS, et ça fait 20 ans qu'on entend les Nezars raconter sa version, et aujourd'hui c'est Betchine qui le contredit, et ce n'est pas les autres. Donc je les appelle, pour l'histoire, et pour qu'on comprenne, à donner leur version des faits. Yahya, oui. Avant de revenir vers la question que je vous ai posée, je confirme en effet, comme je l'ai déjà dit, que le cheikh Ali Belhadj subit des harcèlements absolument intolérables, que Hassan Boras, le militant des droits de l'homme et journaliste Hassan Boras, a passé ses 100 jours de prison, que le général Hussein Ben Hadid,
pour avoir dénoncé le régime, pour avoir reconnu qu'un émir du JA était sous les ordres d'un général du DRS croupi en prison depuis plus de 100 jours. Donc il fallait absolument que nous le disions. Sinon, Yahya, comment envisagez-vous l'avenir? Tout à l'heure, Nourdine Ahmed nous parlait d'un processus vérité et justice. Vous pensez que c'est faisable dans notre pays? D'un processus? Vérité et justice, comme en Afrique du Sud. Ça va être très 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 difficile parce que la société algérienne a été neutralisée, terrorisée et au bout du compte anesthésiée. C'est la société algérienne qui ne veut même plus d'un processus de justice parce qu'elle a peur de ce que cela pourrait apporter. Je ne parle pas évidemment de ceux qui ont participé, c'est-à-dire d'un côté les généraux et de l'autre des terroristes islamistes qui se sont entendus, parce qu'il n'y a pas eu, en Algérie, il n'y a pas eu d'accord politique, il y a eu un accord entre assassins, d'un côté et de l'autre. On s'entend, on arrête ça, chacun rentre chez lui et personne n'est poursuivi. Vous avez tué, j'ai tué, vous avez torturé, j'ai massacré, vous avez égorgé, j'ai fait disparaître des gens, on ferme le couvercle et on passe à autre chose. C'est ce qui s'est passé en Algérie. Il n'y a ni vérité et encore moins de justice. Il n'y a pas eu d'accord politique. Ils ne voulaient pas d'accord politique. C'est pour ça qu'ils ont bloqué les accords qui allaient aboutir entre Zeloual et les dirigeants du FIS. C'est pour ça que je reviens encore. Il faut que les dirigeants du FIS parlent. Il faut qu'ils disent pourquoi l'accord politique a été bloqué et qu'il y a eu à côté un accord entre tueurs. Il devait, dans un pays normal, l'accord se fait entre hommes politiques et non pas entre tueurs. Et donc, il faut qu'ils nous racontent pourquoi ça ne s'est pas passé. Et donc voilà, aujourd'hui, vous savez, l'Algérie entre dans une crise économique. Vous voyez la baisse des prix du pétrole, vous voyez la baisse du niveau d'instruction dans la société algérienne, la baisse du niveau des sciences dans la société algérienne. Ça risque de mener à autre chose et plus personne ne parlera ni de vérité ni de justice. Mais Merci. Sur le long terme, les historiens, peut-être dans 40, 50 ans ou un siècle, il y aura toujours le travail des historiens qui remettront chacun à leur place. Les criminels rentreront dans la case des criminels et les autres, chacun retrouvera sa place. On vient de le voir avec le décès d'Aït Ahmed. Il est rentré dans sa case, celui d'un grand homme, et les autres rentreront dans la case des criminels. Merci Yahya Bounoir, en espérant vous revoir bientôt. Nous allons donc ouvrir le standard pour une quinzaine de minutes et nous gardons avec nous Gerfa Badreddine pour répondre éventuellement à vos questions. Nous commençons par Hassan de Sétif. Hussein de Suisse. On les a perdus. Badreddine Gerfa. Badreddine Gerfa. Avec vous? Badreddine Gerfa, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Donc on vous a gardé avec nous. Nous avons ouvert le standard pour ceux de nos téléspectateurs qui nous appellent. Je vous demanderai de répondre éventuellement à leurs questions. Mohamed de Bruxelles. Oui, salam alaikum, c'est M. Nouf. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est Mohamed. Tfadal. Voilà, je suis un cadre du FIS aussi, donc voilà, j'ai entendu mes collègues tout à l'heure, surtout Badreddine, à qui on lui a posé la question pourquoi le FIS n'a pas condamné les crimes commis pour les groupes terroristes. Oui. En fait, déjà, les groupes terroristes, nous, en tant que cadre, on ne les reconnaissait pas comme groupe, entre guillemets. On considérait que c'est un acte du pouvoir. On a condamné le crime du pouvoir depuis, non seulement le coup d'État, mais déjà au moment où on pratiquait notre droit d'élu dans la gestion des municipalités et des wilayas. Parce qu'on a commencé à subir le dictat du pouvoir
déjà à ces moments-là. Donc, après le coup d'État, le fils, au fait, ils ont été tous contraints à chercher des issues personnelles, soit en fouillant, ou en se cachant, ou s'exiler carrément du pays. Donc, regrouper les cas de fils pour avoir une position et condamner les actes, c'est déjà chose pratiquement impossible du moment où pratiquement tous les cadres du fils, à l'époque déjà, tous les vrais cadres du fils, Abbasi, Cheikh Abbasi, Rabbi Tawil fi Amrou, Ali Belhaj, Rabbi Salah Yidlaq Salah, et tous les autres, ils étaient déjà éparpillés. Merci, merci Mohamed de Bruxelles. Vous nous dites que la condamnation n'a pas pu se faire pour une question presque organique, j'allais dire, parce que le fils n'a pas pu réunir tous ces cadres pour pouvoir prendre une mesure politique. Tahar de Hollande. Tahar de Hollande. Est-ce que Tahar est avec nous? Tahar de Hollande. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك سي طاهر، تفضل. اخي الكريم، انا حبيت عندي ملاحظتين. تفضل. رابيدمون من فضلك شويه اختشيه بوكو دابيل. رابيدمون ملاحظتين يا اخي. حنايا لابريس، انا الصحفيين تاعنا والسياسيين لوبوزيسيون بين قوسين لازم دير لوتوكريتيك. لابد احنا نشوفوا احنا الصحفيين تاعنا اللي في الحقيقه يكونوا القلم تاع الشعب تاعهم. وي وي يا اخي الكريم، ولاو خذاو يعني موقف مع السلطه مباشره. كان السلطه كانت تكذب، المخابرات تكذب، وهما يكتبوا في الجرايد تاعهم. وثانيا المعارضه، انا نقول لك بكل صراحه، خاصه جماعه حمص، لابد يدوروا اللوتوكريتيك. احنا كنا في 94 كنا في واحد المؤتمر اسلامي في مدينه فوبرتال بالمانيا، وكانوا يبعثوا هذوك الدعاة تاعهم يتعاملوا مع المخابرات الجزائريه. والجزائريين الوقت هذيك ايامها كانوا في المعتقلات في الصحراء، وما يجي يحلف يقسم بالله العظيم في المسجد انه الجزائر في ايدي امينه. بارك الله فيك. طاهر من شرقة. الو اهلا سي طاهر، مرحبا بك. بارك الله فيك سي جمال. اهلا بك سي طاهر. الفرح. اهلا بك، تفضل سي طاهر. عرفتني شكون؟ عرفتك بيان سور، سيناتور. صح بارك الله فيك. تفضل سي طاهر، ماذا بك بخف شويه خاطر الناس عم ينتظروا. رابيدمون، بارك الله فيك. Une question. Oui. Pointueuse. Pourquoi la bombe de l'aéroport qui a explosé n'a fait blesser ni douaniers, ni policiers, ni agents des Algérie, ni gendarmes, nul, que les personnes, que les passagers intègres. Barakallahu fik. Nous allons prendre un dernier appel, puis nous revenons à Badr Dingerfa. Sid Ali de Londres. Sid Ali. dénonciation, ils ont arrêté de demander un TV. Salam alaikum. Samani Sid Ali, on ne vous a pas entendu. Vous pouvez répéter? On l'a perdu. Badr Dingerfa, le mot de la fin vous revient si vous voulez répondre. Mais il reste très peu de temps, moins de 2 minutes. Je vous en prie. Je vais essayer. Bon, avant de répondre aux questions qui ont été posées, d'abord, je voudrais remarquer que quand on parle des groupes soi-disant islamistes qui étaient dans les maquis, il faut d'abord faire la différence entre ceux qui ont été poussés à la violence et ceux qui sont sortis des casernes du DRS et autres. Premièrement. Deuxièmement, dans tous les cas, comme le disait Mahdi, le soldat algérien, qu'il soit de l'AMP ou de la gendarmerie ou de la police, ceux-là doivent strictement se conformer à la loi. Ils ne doivent pas sortir de la loi parce que normalement ils doivent faire la guerre
en étant sous la loi, en respectant les droits de l'homme, ce qui n'a pas été fait. Avec une dernière remarque, tous les massacres, après les études qui ont été faites, les grands massacres ont été faits dans les villages et les villes qui ont voté massivement fils. C'est clair, net et précis. Maintenant, ce que dit notre frère Mohamed Bruxelles, que je salue au passage, l'ex-chef d'APC de Skilda, qui n'a pas trouvé sa place en Algérie et maintenant qui travaille heureusement dans la mairie de Bruxelles, alhamdoulilah, quand il parle pour nous au fils, c'est soi-disant Jihad islamiste. Pour nous, c'était des groupes de la mafia algérienne, du groupe du régime algérien. Même Zerouel, d'après ce que dit Lisa Hanoun à l'époque, lui a confié que c'est vrai, il y a des escadrons de la mort. Donc la condamnation du fils, c'est une condamnation de la violence du pouvoir avec tous ces relais, qu'ils soient maquisards avec une barbe, qu'ils soient avec la plume dans la presse qui s'est fondue dans le putsch, que ce soit avec les pseudo-intellectuels, etc. Donc, quant à M. Tahal de Hollande, quand il fait deux remarques, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est ce que je demande, c'est ce que nous demandons. Il dit textuellement que les journalistes et les politiques doivent faire leur autocritique. C'est pas une honte de s'être trompé en 92 et de s'être rangé du côté des putschistes, mais ce qui est grave, c'est qu'en 2016, il n'y a aucune autocritique. Nous n'entendons pas, nous n'écoutons pas ni Saïd Saadi, ni Hams, ni le patron de l'Ouatan Belhouchet, sauf peut-être ce que nous entendons de Betchin, de Djinal Ben Hadid. Et je saisis cette occasion, je ne comprends pas exactement le silence des cadres du fils et des dirigeants du fils, le silence sur l'incarcération du général Ben Hadid, que je condamne. Moi, je condamne cette incarcération, je condamne le mutisme et le silence radio de la presse algérienne. Ils ont fait du général Hassan une icône et ils n'ont jamais relaté, ils n'ont jamais débattu tout ce qu'a dit Ben Hadid. Je le condamne et j'appelle fermement à la libération de ce général qui a eu le courage de dire beaucoup de vérités, qui a cassé toute la stratégie des putschistes depuis 92 jusqu'à maintenant. Et quand il parle de l'opposition, il cite nommément Hams de Hollande. Oui, c'est vrai, la diplomatie de parti que faisaient les cadres de Hamas, malheureusement en Europe, nous ne sommes pas rancuniers, nous voulons une solution pour les Algériens et pour l'Algérie, mais Hams, je sais que la direction de Hams maintenant, elle doit avoir beaucoup de trucs dans son parti, ils font de la résistance, mais ils doivent avoir le courage de dire on s'est trompé, comme l'a dit un de leurs cadres dans la wilaya de Taïf, je cite, M. Bedaïlia Salih, qui a dit qu'en 92, on s'est trompé de nous être rangés du côté des militaires. Merci. Merci Badreddine Guerva, je suis désolé de vous interrompre. On a largement débordé sur le temps de l'émission. Je voudrais juste dire, pour rejoindre mon collègue Yahya Bonouar, qui a lancé un appel au Chouyour, Abbasi Madani et Ali Belhaj, de s'exprimer, de venir s'exprimer, de s'impliquer dans ce qui est en train de se passer en ce moment, qui va au fond de la question des événements de 92, des tragiques événements de 92, je voudrais dire que Yahya Bonouar n'est pas le seul à exprimer cet appel, cette demande. Beaucoup de gens souhaiteraient que Ali Belhaj et Abbasi Madani entrent en lice et qu'ils nous disent eux aussi ce qu'ils savent et ce qu'ils veulent. Cette émission est maintenant terminée. Je remercie mes invités. Je remercie Jean-Baptiste Rivoire. Je vous remercie de l'avoir suivi. Khawal khair, bislama.